Papa, nous avons tellement faim. Nous avons désespérément besoin d'argent pour manger. Tu vois bien que je n'ai pas d'argent. Tu veux que je vole pour toi? Ces 6 enfants se tenaient sous la pluie, trempés jusqu'aux os, devant la boutique de leur père. Ils réclamaient seulement 300 francs pour acheter du pain, une simple somme qui leur semblait si lointaine. À l'intérieur, Boko était assis sur un vieux tabouret en bois, comptant lentement son argent. Devant lui se trouvait un tas de billets, une fortune économisée pendant 20 longues années. Il se leva, ferma à clé la porte de la boutique et jeta un dernier coup d'œil à ses enfants qui s'éloignaient, mouillés et visiblement affamés. Cette nuit-là, le plus jeune enfant, Loni, eut du mal à respirer, tourmenté par la faim et le froid qui s'infiltrait dans son petit corps. Boko avait 52 ans, et tout le village de Thaï en parlait comme de l'homme le plus riche du coin. En effet, il était le propriétaire de la plus grande boutique de provisions, celle où l'on pouvait toujours trouver tout ce dont on avait besoin, du riz, de l'huile, du savon et du sucre, ainsi que les autres marchandises essentielles. Chaque jour, des gens y venaient pour acheter à crédit, promettant de payer un jour. Et chaque jour, l'argent entrait lentement mais sûrement dans ses mains calleuses. Chaque soir, lorsque la boutique fermait et que le village devenait silencieux, Boko s'asseyait seul sur son vieux tabouret, bien au fond de la pièce, et commençait son rituel quotidien. Il sortait ses cachettes une à une, des liasses de billets dissimulés dans de vieux pots de peinture, d'autres soigneusement cousus à l'intérieur de matelas usés, et certaines enterrées sous la terre, dans des boîtes en fer rongées par la rouille, derrière la maison. Il comptait lentement, billet après billet, sans jamais se lasser, répétant les chiffres comme une prière sacrée. 20 ans d'économie, exactement tant de francs CFA. Une somme qu'il connaissait par cœur, mais qu'il vérifiait chaque soir comme pour se rassurer qu'aucun billet n'avait disparu. Quand il terminait ce que certains pourraient considérer comme un simple exercice, un sourire dur se dessinait sur son visage. Pas un sourire de bonheur, mais un sourire froid, celui d'un homme pour qui l'argent était devenu une victoire à tout prix, une obsession qui semblait presque être devenue sa raison de vivre. À quelques pas de là vivait Malira, sa femme, qui avait 40 ans, mais son corps racontait une histoire différente. Elle paraissait en avoir 60, son visage lourdement marqué par la fatigue, ses yeux souvent rouges et cernés, son dos légèrement courbé par les années de privation et de labeur. Son pagne était décoloré, usé par le temps, déchiré en 3 endroits, mais jamais remplacé, et ses sandales tenaient grâce à du fil de fer, grinçant à chaque pas qu'elle faisait sur la terre battue du village. Malira ne demandait presque rien. Elle avait appris à se taire, à cuisiner avec presque rien, à raccommoder encore et encore les mêmes vêtements, à manger après tout le monde, sans jamais se plaindre. Lorsque ses yeux se posaient sur la boutique pleine de marchandises, elle baissait la tête avec résignation, car elle savait que l'argent se trouvait là, tout près, mais qu'il n'était pas destiné à elle. Le soir, quand une toux sèche lui brûlait la poitrine, elle toussait doucement, mais Boko ne levait même pas la tête, continuant de compter ses billets comme si la fatigue de sa femme ne représentait rien. Comme si la pauvreté qui régnait en maître dans leur propre demeure, sa demeure, ne le concernait pas du tout. Dans le village, on disait que Boko était riche, mais personne ne savait qu'à l'intérieur de sa maison, la richesse ne franchissait jamais la porte. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, Malira se réveillait à 4 heures du matin. Son corps, déjà fatigué, mais son esprit obstiné, l'obligeait à avancer. Elle se levait en silence pour ne pas réveiller ses enfants, prenait un vieux balai fait de branches sèches et balayait méticuleusement la cour, ramassant la poussière, les feuilles mortes et les traces de la veille. Ensuite, elle enfilait ses sandales faites de fil de fer et marchait avec difficulté jusqu'au ruisseau, portant un bidon vide, le pas lourd, la tête basse, car d'autres maisons dorment encore. L'eau était froide, le chemin glissant, mais elle n'avait pas le choix. Sans eau, rien ne pouvait commencer, rien ne pouvait se faire. Une fois rentrée, elle posait le bidon et regardait ses 6 enfants encore serrés sur des nattes usées, et son cœur se serrait. Car chaque matin, la même question lui revenait, toujours plus l'eau était froide, le chemin glissant, mais elle n'avait pas le choix. Sans eau, rien ne pouvait commencer, rien ne pouvait se faire. Comment nourrir 6 enfants quand il n'y avait rien à manger? Il n'y avait plus de riz, plus de maïs, plus d'huile, juste quelques grains oubliés dans une calebasse presque vide. Elle essayait de réfléchir, de compter, de trouver une solution, mais son esprit tournait dans le vide. C'est alors que Kena, le petit dernier de 7 ans, se réveillait souvent en premier. Il s'approchait d'elle avec une voix faible et murmurait doucement, « Maman, j'ai tellement faim. » Malira forçait un sourire, caressait sa tête et répondait d'une voix douce mais fatiguée, « Attends un petit moment, mon enfant, je vais voir ce que je peux trouver. » Même si elle ne savait pas elle-même où chercher. Après cela, elle se dirigeait vers la boutique, celle qui appartenait à son propre mari, le lieu plein de nourriture que tout le village fréquentait. Elle entrait timidement, baissant les yeux et murmurant d'une voix faible, « Mon époux, les enfants ont besoin de manger. Peux-tu me donner 300 francs pour acheter du riz ?» Mais Boko restait assis derrière son comptoir, entouré de boissons fraîches,
de sacs de sucre et de cartons bien rangés. Sans même lever la tête, sans même jeter un regard à sa femme, il avançait froidement, « Je n'ai pas d'argent, c'est un stock pour le commerce. » Ces mots tombaient comme des pierres. Durs et secs. Malira restait là quelques secondes immobile, profondément humiliée, avant de se retourner lentement, les mains vides et le cœur serré, sachant qu'elle devait encore rentrer et expliquer aux enfants que ce matin aussi, ils devraient attendre, patienter et faire semblant que la fin n'existait pas. Malira fouilla longtemps dans son vieux porte-monnaie, un petit morceau de tissu usé qu'elle gardait toujours au fond de son pagne. Et après avoir retourné chaque pli avec soin, elle trouva enfin une seule pièce de 50 francs, usée par le temps, presque lisse, et elle la regarda quelques secondes comme si c'était un trésor. Puis elle la serra dans sa main avec détermination et se dirigea vers le marché, le cœur lourd mais obligé d'avancer. Le marché était déjà bruyant. Les vendeuses criaient leurs prix à qui voulait bien les entendre. Les odeurs de poissons fumés et de légumes frais flottaient dans l'air, mais Malira marchait lentement, les yeux baissés, jusqu'au coin où l'on vendait le gari. Elle demanda la plus petite mesure possible, celle que même les enfants auraient du mal à remarquer dans une marmite. La vendeuse la regarda avec pitié avant de verser le gari dans un petit sachet presque vide. De retour à la maison, le soleil commençait à se coucher. La cour était calme alors que Malira allumait un feu avec quelques morceaux de bois sec, posait une marmite cabossée dessus et versa de l'eau. Puis elle ajouta le gari sans sel, sans huile, sans sauce, juste de l'eau, en remuant lentement pour que cela ne colle pas. Quand la nuit tomba, les 6 enfants s'assirent autour de la marmite en silence, chacun tenant une petite cuillère. Malira servit des portions minuscules, veillant à ce que chacun ait au moins quelque chose, même si ce n'était presque rien. Les enfants mangeaient lentement, certains avalant sans rien dire, d'autres fixant la marmite comme s'ils espéraient qu'elle se remplisse d'elle-même. Mais il n'y avait pas de miracle, juste de l'eau tiède et du gari. Personne ne demanda de sauce, personne ne réclama du sel, car ils avaient appris que demander ne faisait qu'aggraver leur douleur. Malira les observait manger, le cœur serré, se demandant comment une maison pouvait être aussi vide alors que la boutique de leur père était pleine. Dehors, dans le village, les femmes parlaient à voix basse, près des foyers, pilant des grains ou lavant des ustensiles, et leurs murmures circulaient lentement. Cet homme a l'argent, mais ses enfants souffrent. Ces paroles se propageaient comme une vérité que tout le monde connaissait, mais personne n'osait dire trop fort. Le lendemain matin, Loni se rend à l'école comme d'habitude, son cahier sous le bras et son uniforme déjà trop petit pour lui, espérant passer une journée normale, comme les autres. Mais à peine la classe commençait, l'enseignant l'appela devant tout le monde. Sa voix était ferme, sans colère, mais dénuée de douceur. Il annonce clairement que les frais de scolarité n'avaient toujours pas été réglés, exactement 7500 francs CFA. Il a ajouté que si son père ne réglait pas cette somme avant vendredi, Loni ne devait plus revenir à l'école. Les autres élèves baissèrent la tête, certains chuchotèrent mais Loni resta ainsi, immobile, ne sachant que dire, le cœur lourd de honte avant d'être renvoyé chez lui sous le regard de tous. Sur le chemin du retour, il marchait lentement, traînant les pieds, répétant les mots de l'enseignant dans sa tête, chaque jour pour leur donner à manger. Quand il arrive à la maison et raconte ce qui s'était passé, Malira sentit ses jambes trembler, mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas devant son enfant. Elle se contenta de lui dire d'entrer et d'attendre. Sans perdre de temps, elle se rend à la boutique de son mari, le pas pressé mais la voix déjà fatiguée. Dès qu'elle le vit, elle parla doucement. « Mon mari, Loni risque d'être exclu de l'école. L'enseignant demande 7500 francs CFA, je te prie. » Boko, levant enfin la tête, fixa son regard sur sa femme mais il ne montre aucune compassion, son visage dur. 7500 francs CFA, pourquoi? L'école est une perte de temps. Qu'il apprenne un métier, comme si l'avenir de son enfant n'avait aucune valeur. Ces mots frappèrent Malira comme un coup. Elle reste debout quelques secondes, incapable de répondre, comprenant qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle se retourne lentement, traverse la boutique sans faire de bruit, le dos droit mais le cœur brisé. Dehors, à l'abri des regards, une seule larme coula sur sa joue, silencieuse, lourde, une larme de honte, de fatigue et d'impuissance, car elle venait de comprendre que dans cette maison, même l'éducation des enfants n'était pas assez importante pour franchir le mur de l'argent. La petite Noria tomba malade un matin sans prévention. Son corps devenait brûlant comme le feu. Ses yeux restaient à moitié fermés et sa respiration était lourde. Quand Malira posa sa main sur son front, elle comprit tout de suite que ce n'était pas une simple fatigue, car la fièvre était forte, inquiétante et l'enfant gémissait sans même avoir la force de pleurer. Affolée, Malira retourne à la maison de fond en comble. Elle fouilla sous les nattes, dans les pièces sombres, dans les vieilles boîtes en fer, espérant trouver un peu d'argent oublié. Après de longues minutes de recherche, elle rassembla péniblement 125 francs CFA, un somme dérisoire face à l'urgence de la situation. Elle savait très bien ce que cela impliquait, car à la clinique, on demandait au moins 750 francs CFA pour consulter et donner les premiers médicaments.
Chaque minute qui passait rendait l'état de Noria plus préoccupant. Tremblante, Malira se dirigea une fois de plus vers son mari, locataire Noria contre elle, la voix brisée par la peur, et elle dit presque en suppliant qu'il fallait absolument aller à la clinique, que leur petite fille brûlait de fièvre et que la somme demandée était claire. Boko écouta à peine, jeta un coup d'œil rapide à l'enfant puis répondit sans émotion, « Utilise des plantes, trouve quelqu'un d'autre, la vie de ta propre fille peut attendre, elle peut se soigner avec des feuilles ramassées au hasard. » Malira resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle ne cria pas, n'opposa pas de résistance car elle savait déjà que discuter ne changerait rien à la situation. Elle rentra dans la maison, essaya de préparer des décoctions avec ce qu'elle pouvait, veillant toute la journée et toute la nuit, rafraîchissant le corps de Noria avec de l'eau, priant en silence pour que la fièvre baisse. Pourtant, le soir même, alors que l'enfant luttait encore pour respirer normalement, Boko sortit de la maison, proprement vêtu pour une réunion de village. Sans hésiter, il donna 300 francs CFA pour une contribution collective, serrant la main des notables avec fierté. Les gens applaudissaient, saluaient sa générosité, le remerciant publiquement, mais dès qu'il tourna le dos, les murmures commencèrent à circuler dans l'ombre, car tout le monde savait désormais que cet homme avait de l'argent pour donner au village, mais pas pour soigner son propre enfant. À l'hôpital, l'odeur des médicaments se mêlait à celle de la sueur et de la peur. Malira tenait Noria serrée contre elle pendant que le médecin examinait l'enfant, touchait son front, scrutait ses yeux fatigués et écoutait sa respiration trop rapide. Puis il agit lentement sur la tête, un geste simple mais lourd de sens, avant d'annoncer d'une voix calme et sérieuse que c'était un paludisme grave, aggravé par la malnutrition. Des mots qui tombèrent comme une condamnation silencieuse dans la petite salle blanche. Malira sentit ses jambes faiblir car elle comprenait enfin ce que son cœur craignait depuis des jours. La maladie n'était pas arrivée seule. Elle avait trouvé un corps déjà affaibli par la faim et les privations. Le médecin a poursuivi sans élever la voix, entraînant que l'enfant avait besoin de soins immédiats, de perfusion et de médicaments. Puis il annonce le montant de la facture, 22 500 francs CFA. Une somme claire, sans négociation possible. Tous les regards se tournèrent vers Boko, qui se tenait un peu en retrait, les bras croisés, le visage fermé. Pendant quelques secondes, il reste silencieux, calculant dans sa tête, pesant l'argent comme il le faisait chaque soir avec ses liaisons cachées. Puis il parla enfin d'une voix basse, presque gênée, en disant simplement qu'il n'avait pas cet argent, comme si la somme n'existait pas, comme si la vie de sa fille pouvait attendre un autre jour. Un silence lourd envahit la pièce. Malira baissa la tête, incapable d'émettre le moindre fil. Même le médecin reste immobile, surpris par cette réponse. C'est alors que le maître du village, un homme respecté pour sa sagesse et son sens de la justice, qui avait suivi la situation depuis le début, s'avança calmement. Il sortit de l'argent de sa poche sans faire de bruit et le posa sur la table, annonçant qu'il paierait la facture pour sauver l'enfant. Personne n'applaudit, personne ne parla, car le geste était trop fort pour être célébré. Boko resta figé, incapable de bouger, les yeux rivés sur l'argent qui n'était pas le sien. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit le poids de la honte l'envahir. Une honte silencieuse, profonde, celle d'un homme riche qui venait d'être exposé devant tous comme incapable de protéger sa propre famille. Le lendemain matin, Boko se leva très tôt, avant même que le village ne s'éveille. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur était lourd, son esprit agité par des pensées sombres. Il ne pensait ni à la boutique, ni aux clients, mais uniquement à ce qu'il avait vu la veille, au regard du médecin, au geste du maître du village, et surtout à la honte sournoise qu'il avait clouée sur place, dans un silence pesant. Il entre dans la pièce du fond et sort toutes ses cachettes, une par une, sans se presser, les pots de peinture, les matelas décousus, les boîtes en fer enterrées. Il étala tout l'argent sur la table en bois, billet après billet, jusqu'à ce que la surface disparaisse sous les liasses. Devant lui reposaient 20 années d'économie, exactement tant de francs CFA, un somme immense qu'il avait protégé avec soin plus que sa propre famille. Il reste debout longtemps à contempler cet argent, sans sourire cette fois, comprenant enfin les sacrifices qu'il avait dû faire au fil des ans. Puis il prend une décision simple mais lourde de conséquences. Il compte 1000 francs CFA, les mit de côté et déclare d'une voix ferme, comme pour se convaincre lui-même. Aujourd'hui, j'achète de la vraie nourriture. Malira leva les yeux, surprise, croyant d'abord avoir mal entendu. Les enfants restèrent silencieux, n'osant pas y croire. Boko sort rapidement, traverse le village au pas d'alerte, acquiert du riz en grande quantité, de l'huile, des légumes, du poisson, de la viande, du sel et tout ce qui avait manqué pendant des années. Quand il rentra à la maison, les sacs étaient lourds, mais son pas était plus léger qu'auparavant. Ce jour-là, Malira cuisina sans compter, remplissant les marmites de délicieux plats. L'odeur de la nourriture se répandit dans la cour, attirant même les voisins intrigués. Lorsque Malira servait le repas, les portions étaient enfin suffisantes pour que chacun soit rassasié. Les enfants s'assirent autour de la table, hésitant au début,
mais bientôt ils commencèrent à manger lentement, comme s'ils avaient peur que la nourriture disparaisse. Très vite, des larmes de soulagement, de joie et de douleur mêlées coulèrent sur leurs joues. Certains pleuraient en silence, d'autres riaient entre deux bouchées, incapables de retenir leurs émotions. Boko les observait manger, un mélange d'émotions l'enveloppant, un sentiment de culpabilité, de gratitude, mais aussi de joie qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, réalisant enfin qu'il avait nourri son argent pendant que sa famille avait appris à survivre. Après ce jour-là, quelque chose changea profondément dans le cœur de Boko. Ce ne fut pas juste de simples paroles, il s'agissait d'actes concrets, car dès le matin suivant, il se rendit à l'école avec une enveloppe bien fermée dans la main et paya sans discuter tous les frais scolaires pour ses enfants, un total de 45 000 francs CFA. C'était une somme qu'il avait toujours rechigné à débourser, mais cette fois, elle sortit de sa poche sans aucune hésitation. L'enseignant, longtemps réticent, reste surpris mais acquiesça avec respect et inscrivit les noms des enfants sur la liste des élèves en règle. Pendant que Boko se tenait là, il avait l'impression de réparer une faute ancienne. Sur le chemin du retour, il passe par le marché et achète des uniformes neufs, des chaussures solides et des sacs durables. Pas les moins chers, mais ceux qui pouvaient vraiment durer. Quand il rentra chez lui avec toutes ces nouveautés, les enfants ouvrant de grands yeux, touchant les tissus propres, impriment les chaussures avec émerveillement et riant comme s'ils découvraient un monde nouveau. La maison a commencé à changer peu à peu. Les repas devaient être réguliers, les marmites n'étaient plus jamais vides. La cour reprit vie et les cris des enfants remplissaient l'espace du matin au soir. Noria, qui avait été si faible quelques jours auparavant, recommença à courir dans la cour, à jouer avec ses frères et sœurs, son rire résonnant comme une victoire silencieuse contre la maladie et la pauvreté. Et chaque fois que Malira la regardait, son cœur se remplissait de gratitude et de fierté. Malira, elle aussi, changea au fil du temps. Son visage se détendit, ses gestes devinrent plus légers et pour la première fois depuis longtemps, sur la voyait sourire sans effort. Un simple sourire est vrai, celui d'une femme qui n'avait plus besoin de cacher sa douleur. Le soir, quand la famille se retrouvait autour du repas, l'atmosphère était différente. Il n'y avait plus ce silence pesant de la faim, mais des conversations animées, des rires et des projets d'avenir. Même Boko, étrangement plus détendu, commençait peu à peu à parler, écoutant ses enfants racontant leur journée d'école avec enthousiasme. Dans le village, les gens observent ces changements avec étonnement. La maison de Boko, autrefois pleine de manque malgré l'argent, devenait enfin un foyer vivant où la richesse ne se comptait plus uniquement en billets, mais en sourires, en santé retrouvée et en espoir retrouvé. Le dimanche suivant, toute la famille se rend à l'église comme le reste du village. Ce jour-là, Boko ne s'assit pas au fond comme d'habitude. Lorsqu'il fut demandé qui voulait témoigner, il se leva lentement. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais il savait qu'il devait dire la vérité. Devant les regards surpris des fidèles, il s'avança, prit une grande respiration et commença d'une voix simple, directe, en laissant entendre qu'il avait passé des années à courir après l'argent, à compter des billets, à cacher sa richesse, comme si cela était sa seule et unique richesse. Pendant ce temps, sa propre maison se remplissait de vide, d'absence de joie, de santé et d'humanité. Il avoua avoir sacrifié sa famille pour cette quête insatiable d'argent, avoir fermé les yeux sur la souffrance de ses enfants, la fatigue de sa femme, et avoir presque perdu sa petite fille à cause de son aveuglement. Un silence retombe sur l'église après ces paroles. On pouvait entendre sa voix trembler légèrement lorsqu'il lançait un avertissement simple mais puissant, « Ne faites pas comme moi ». Certains baissèrent la tête, d'autres essuyèrent discrètement une larme, car beaucoup se reconnaissaient dans ces paroles, même sans être riches. Boko a poursuivi en raison que l'argent peut remplir une maison, mais qu'il ne peut jamais remplacer l'amour, la présence et la protection d'une. Il a ajouté qu'il avait fallu frôler le pire pour qu'il le comprenne vraiment. Quand il termine, il ne cherche pas d'applaudissements. Il retourne simplement s'asseoir près de Malira et de ses enfants, serrant doucement la main de sa femme, comme pour implorer son pardon une dernière fois. À la sortie de l'église, les villageois échangeaient des mots à voix basse, mais tous avaient compris une vérité simple que personne n'osait ouvrirement affirmer. La vraie richesse ne réside pas dans l'argent que nous gardons, mais dans la famille que nous protégeons chaque jour. Et même si l'histoire de Boko se soldait par un épilogue heureux, elle laissait derrière elle une leçon silencieuse. Car certains n'apprennent cette vérité qu'après avoir perdu presque tout, du temps, de la santé, ou les êtres aimés, réalisant trop tard ce qui compte le plus dans la vie. Si cette histoire t'a touché, écris à propos de tes propres réflexions dans les commentaires. Fais-nous également part de ton avis sur le moment où Boko aurait dû ouvrir les yeux. Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres récits vrais et leçons de vie, car parfois un simple récit peut sauver une famille ou en réveiller une autre.